Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent de Pointe-à-Pitre à Cap-Esther, de Trois-Rivières à Sainte-Anne. Salut aussi à tous ces gens de la Martinique, de la Guyane, mais aussi de Marie-Galante, puisque nous serons bientôt à Marie-Galante. Et puis, je vais commencer par saluer Mendy. Bonjour. Bonjour, Dani. C'est le week-end. Ah oui. C'est bien. Enfin. C'est bien un week-end. Hein? Ah oui. Ensoleillé en plus. Encore, c'est pas encore tout à fait, parce que cet après-midi, vous êtes encore là. Oui. Enfin bon, allez, ça passera vite. On l'espère. On est en direct dans le ZCL, mais aussi sur RHC 89.8 et 90.8. Et donc, on va pouvoir, avec vous, dérouler l'actualité. Tout à l'heure, on va recevoir Didier Détouche, notre décrypteur national. Avec lui, on va voir un peu la politique française, ce qui s'est passé ces temps derniers. On aura aussi notre intervenante habituelle du vendredi, Marie-France, qui viendra tout à l'heure pour interroger avec nous Madame Justine Benet, puisque Justine Benet va être notre invitée principale vers 13h. Et puis comme chaque vendredi, nous irons danser avec Iman qui sera là pour sa chronique danse. Voilà, je vous ai tout dit pour nos invités, mais tout de suite on va voir un petit peu le déroulé de l'actualité, et c'est Mendy. Et oui, suite au colloque contre les violences faites aux femmes qui avait été réalisé donc en 2015, eh bien une nouvelle manifestation a eu lieu. Ça s'est passé à la salle Georges Tarrer. C'est donc une journée d'information sur les mécanismes et les dispositifs de lutte contre les violences, donc en direction du grand public. Et nous le verrons également, c'est la deuxième édition, vous le savez, du Gospel Art, initié par Pac-Man, avec toute cette bande d'amis artistes donc, qui se rassemblent donc à Pointe-à-Pitre pour offrir donc au public de l'art, de la musique, des sculptures, des toiles, vous le verrez tout à l'heure en cours d'édition. Et puis le concours Les Petits Artistes de la Mémoire, qui ainsi préserve et transmet donc aux plus jeunes la mémoire du pays, un concours de dessin qui a été organisé par la ville des Abîmes, nous le verrons tout à l'heure en fin d'édition. Et sans plus tarder, on commence donc avec ce colloque, je vous le disais, un colloque qui avait lieu donc en novembre 2015, organisé par l'ONG Gynécologie sans frontières, la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, ainsi que l'Observatoire féminin. Eh bien, cette année, ils ont mis en place une journée d'information sur les mécanismes et les dispositifs de lutte contre ces violences en direction, cette fois donc du grand public, dans le cadre donc de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Eh bien, à l'aide donc d'un support filmé, cette rencontre avait donc pour objectif de permettre donc au grand public de mieux appréhender cette question des violences faites aux femmes à travers donc des échanges, ainsi que des professionnels qui ont pu témoigner également auprès de ces femmes. Mais on regarde tout de suite ce reportage signé Michel Héraclide. Aujourd'hui, jeudi 18 mai, nous sommes réunis à la salle Georges Tarrer pour donner le coup d'envoi de séminaires itinérants d'information qui sillonneront le département concernant les violences faites aux femmes. Nous avons pu réaliser ce coup d'envoi, ce premier séminaire, grâce à nos partenaires Cap Excellence, la délégation régionale aux droits des femmes, le FSE, les CCAS et les partenaires associatifs, et j'en passe. Et nous pensons justement, grâce à leur soutien, grâce à cet esprit réseau que nous développons autour des violences faites aux femmes, arriver à des résultats positifs, à faire diminuer cette violence et aussi à permettre justement que nous arrivions à notre but, vivre dans une société de paix et de solidarité. Nous sommes dans le cadre d'une journée d'information et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Violences faites aux femmes, comprendre, agir, en parler. Ici à la salle Georges Tarrer, le 18 mai, c'est la première journée d'une série de journées de sensibilisation, j'espère, sur cette problématique. Il s'agit, à travers d'un support filmé, qui est le spot du conseil départemental diffusé en 2012, de parler du cycle des violences faites aux femmes avec des professionnels et le grand public. Donc ça sera un échange interactif, hein, j'espère, et
qui va permettre de parler de cette dynamique à l'intérieur donc, du couple en Guadeloupe, parce que trop souvent, on a des relations qui deviennent agressives et parfois violentes à l'intérieur donc, des familles guadeloupéennes. Et je vous le disais en titre, le Gospel Art est donc à sa 2e édition. Il est à l'initiative de l'artiste Pac-Man. Il a donc pour but de rassembler les artistes ayant donc le même état d'esprit afin de partager leur talent, peu importe leur style. Alors sont présentés donc des toiles, des sculptures en graffiti, du slam, du chant ou encore de la danse. Toutes ces formes d'expression qui valorisent et marquent donc les esprits. Aussi, elles peuvent également créer donc des repères, des liens, identifier donc des lieux, ouvrir son cœur ou encore donner de l'espoir, de l'art populaire donc qui jouit du respect, de la complicité du spectateur. On regarde toutes ces images signées Maxime Morel. L'Expo Gospel Art, c'est sa 2e édition. Ça a pris naissance en 2014 où j'avais exposé au centre Réminé Souta à Boulevard Légitimus. Et l'idée à la base, c'est qu'on m'avait invité pour faire une expo seul, mais en fait j'avais pas voulu exposer seul puisque le mot seul m'embêtait beaucoup parce que je connais beaucoup d'artistes qui ont du talent mais qui n'ont pas de visibilité, et certains ont eu de la chance d'aller s'exposer et d'autres n'en ont pas et d'autres n'en auront jamais. Alors je me suis dit pourquoi pas carrément à travers mon expo moi venir inviter d'autres amis artistes connus ou pas connus sous le secteur du graphe ou de l'art, et leur permettre d'avoir une chance de pouvoir s'exposer et montrer ce qu'ils savent faire. C'est comme ça que le Gospel Art a pris naissance en 2014. C'est-à-dire que le Gospel Art est sur 3 phases. Il est sur l'art urbain, l'art contemporain et la musique. Musique pas musique chantée seulement, mais musicien aussi. Et c'est là où on retrouve tous ces artistes mélangés sur un même plateau. Moi, j'interviens ici avec mes œuvres qui sont faites de pièces de récupération et qui tendent vers le monumental. Alors évidemment ici, ça prend beaucoup de sens puisque ce lieu n'est pas banal. C'est un ancien presbytère et qu'il est très spacieux et qu'il a fallu déployer des solutions d'accroche, etc. Là-haut, on a un bel espace, mais on a commencé dès les jardins à installer des œuvres qui sont faites de bouteilles, de bonbonnes, etc. Et plus on va vers l'intérieur, plus on rencontre des canettes, des capsules, enfin des choses comme ça qui rappellent un peu les textures et les textiles. Parce que c'est ce qu'on essaie de... C'est notre démarche actuelle, c'est d'essayer de trouver évidemment comment habiller le corps, comment faire penser, trouver des textures en fait, tout simplement. Pendant l'expo le jeudi, on reçoit les établissements scolaires ou associations, tout autre, aux personnes qui souhaitent faire des ateliers, toucher un peu à la peinture, voir comment c'est, s'initier. Et ce jour-là est dédié vraiment à toute personne qui souhaite connaître un peu le graphe, quoi. Pour l'instant, ça va. Ils sont arrivés, ils étaient à chaud bouillant de pouvoir peindre. Donc du coup, ça les permet de se divertir un peu, de prendre connaissance du graphe, connaître les difficultés, les avantages qu'il y a avec, et pourquoi pas répondre aux questions qu'ils ont depuis si longtemps concernant l'art urbain. Et c'est bien, comme ça après ils prennent le tableau, ils partent avec chez eux, donc ça va. Voilà, il est 12h40 et comme chaque vendredi, nous recevons notre décrypteur national Didier Détouche. Bonjour. Bonjour. Très sollicité ces jours-ci, comme d'habitude. Pour un temps. Je crois que demain, Didier, vous êtes quelque part, ce que j'ai vu sur un flyer. Et Marie-France Bougeot qui sera avec nous aussi pour interroger tout à l'heure Madame Bénin qui sera notre invitée principale. Mais avant, on va essayer avec Didier de faire un petit round-up sur l'actualité politique en France, peut-être en Guadeloupe, et avec bien sûr les prolongements en Guadeloupe, puisque le nouveau gouvernement de M. Macron est en place depuis quelques jours. C'est pas une grosse surprise. C'est une surprise peut-être pour Flessel, mais c'est pas une surprise pour la Guadeloupe, puisque je crois que c'est le 5e ministre, comme j'appelle les dernières colonies, qui est en place. Donc, est-ce que on commencera par le bout. Est-ce que c'est devenu une habitude maintenant depuis Sarkozy d'avoir un ministre coloré dans le gouvernement ? Alors, ça devient une habitude, effectivement. Alors, coloré, c'est-à-dire ça que ça peut... en réalité, les ministres guadeloupéens, ça remonte à Gratien Candace, pratiquement. Effectivement. Donc, c'est vrai que ça commence à devenir une forme d'habitude. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est se poser comme question, en tout cas, c'est est-ce que c'est une habitude qui permet, en fait, d'avoir un alibi de la diversité
diversité en marche dans les différents gouvernements au sein de l'État, ou est-ce qu'au contraire il s'agit d'avoir là un exemple, la preuve qu'il y a des personnalités guadeloupéennes, qui politiques, qui de la société civile, qui sont à un tel niveau de reconnaissance nationale et un tel niveau d'expertise aussi dans leur domaine, qui fait que, eh bien, on n'a pas le choix et on fait appel à ces personnes qui peuvent représenter à la fois dignement la Guadeloupe, mais aussi l'État. C'est une question qu'il faut se poser. Moi, je pencherais plutôt pour la seconde solution, parce que c'est vrai que jusqu'ici, quel que soit le nombre de ceux qui aiment ou qui n'aiment pas telle ou telle personnalité, mais il faut reconnaître que ces différents ministres issus de la Guadeloupe ont en tout cas été sous les feux de la rampe, ont capté la lumière et ont montré une certaine image de la Guadeloupe qui fait que la Guadeloupe quand même jouit de plus en plus d'une reconnaissance. Si on met ça aussi à côté du fait que pour l'instant on n'a pas encore eu beaucoup, loin s'en faut, de ministres venant d'autres collectivités ultramarines, d'autres territoires d'outre-mer. La Réunion en effet, mais la Martinique par exemple, l'île voisine, n'en a eu que très peu. Donc il faut voir que pour la Guadeloupe c'est quelque chose de très positif, parce que ça permet notamment aux jeunes et à ceux qui veulent faire carrière dans la haute fonction publique ou carrière politique, eh bien ça leur montre que la voie est déjà tracée et ça peut leur donner envie. Après, il ne faut pas que ça soit de la banalisation et qu'effectivement on se cantonne uniquement de l'outre-mer par exemple, ou bien des sports. Il y a d'autres lieux d'exercice de l'action publique au plus haut niveau qui peuvent être investis par des ultramarins et par des Guadeloupéens. Et j'ajoute également qu'il y a d'autres lieux où l'excellence guadeloupéenne peut être manifestée, peut briller, notamment celles où on n'a pas besoin d'être nommé, mais celles où on conquiert des places et celles où on fait avancer son pays. Marie-France. Oui, alors la non-désignation d'Harry Chalus, par exemple, est-ce que, selon vous, ce qui a été, c'est le fait d'être aussi président de région? Emmanuel Macron n'a pas souhaité avoir à la fois un ministre et un président de région, comme d'ailleurs François Hollande le souhaitait également. Dans les faits, le président de région a lui-même dit qu'il était en discussion, qu'il n'était pas opposé, qu'il était intéressé par le ministère des Sports notamment, ou par une action transversale, ce qui laisse encore la porte ouverte pour une éventuelle autre nomination. Mais par contre, il a dit qu'il voulait rester président de région, appelant cela une jurisprudence. Jean-Yves Le Drian, qui je le rappelle était ministre de la Défense et également président de la région Bretagne. Et qui est toujours ministre d'ailleurs. Qui est toujours ministre, qui va démissionner puisque le président de la République lui a intimé, comme à d'autres, l'ordre de démissionner de tous les démissionner des exécutifs de collectivités locales. Donc il va démissionner de la présidence de la région Bretagne. Quant à Harry Chalus, il avait clairement manifesté donc le souhait de rester président de région, et le président de la République, quant à lui, avait dit que la règle serait qu'aucun ministre ne pourrait rester président de région. Alors deux conclusions. D'une part, le président de la République est resté sur ses positions, mais avec la nomination de Laura Flessel, je pense qu'il avait déjà prévu Laura Flessel avant même qu'il y ait forcément des discussions, puisque nommer quelqu'un comme ça, de l'envergure de Laura Flessel, qui est une championne olympique et autres, ça se prépare dans le cadre notamment de concertation avec ceux qui, dans l'entourage du président, travaillent sur, le président passé et le président actuel, travaillent sur les Jeux Olympiques, la sélection de Paris pour 2024. Et je pense également qu'il y a eu, et c'est là où c'est intéressant, qu'il y a peut-être eu des demandes parallèles. Reste à savoir jusqu'à quel point, mais il y a peut-être eu des demandes parallèles pour qu'il y ait une représentante de la Guadeloupe dans le gouvernement d'Édouard Philippe, et bien sûr il n'a échappé à personne que Laura Flessel est d'origine petit bourgeoise. Oui, et que M. Larifla est très influent. Voilà. Ça reste un homme influent. Maintenant, vous savez, dans l'influence, et surtout l'influence dont on ne voit pas forcément les manifestations, reste à savoir jusqu'à où c'est en influence. Ça, on l'a vu chez nous de longue date. Monsieur Larifla, il est incontournable pour certaines choses. Au niveau de la politique. Je n'en disconviens pas. Et c'est l'occasion alors que vous me tendez la perche pour dire que, bien évidemment, il faut aussi que nos compatriotes guadeloupéens comprennent qu'en matière de politique et
dans le domaine économique aussi singulièrement, il n'y a pas uniquement que des liens, des relations de personne à personne, il y a aussi des réseaux. La politique, ça fonctionne comme ça. Et quand on voit qu'Emmanuel Macron a nommé lui-même directement, ou tient à nommer lui-même directement les directeurs de cabinet de tous ses ministres, on comprend que bien évidemment les choses sont ficelées bien avant qu'on ne le pense, et surtout pas là où on pense qu'elles le sont. Alors, on va un petit peu faire une petite incise, retourner vers la Guadeloupe, où visiblement, il y a un petit imbroglio du côté du Moule en ce moment. Vous êtes sûrement au courant. Carabin, c'est la première fois, en tout cas, en tant que spectateur de la vie politique guadeloupéenne, que je vois un ancien député colistier du néophyte. Alors, bon, ça cause ce premier problème. Deuxième problème, c'est que monsieur le maire de Sainte-Anne est au secours d'un candidat, j'ai envie de dire de seconde zone, il faut le dire comme c'est. Alors moi, on ne comprend pas ce qui se passe dans cette circonscription. Est-ce qu'il y a un petit décryptage à faire là-dessus? Vous savez, ce qu'il y a d'intéressant, mais aussi peut-être de surprenant quelque part, qui déstabilise un peu dans les mois que nous venons de vivre et dans les temps que nous vivons, et singulièrement à l'issue de cette campagne phénoménale à plus d'un titre, campagne présidentielle, c'est qu'il y a un grand chambardement, il y a un grand chamboulement. Certains l'appellent renouvellement, certains l'appellent recomposition, d'autres voient tout simplement les effets d'une certaine providence. Il y a en tout cas un paysage politique qui, en France, et l'étranger, la presse internationale notamment, assiste à cela et dit qu'il y a effectivement un renouvellement assez conséquent de la politique des méthodes en France, malgré les apparences, eh bien, a ouvert en Guadeloupe, en France également, mais en Guadeloupe singulièrement, une page assez importante de ce qu'on appelle la démocratie participative, mais au-delà d'une recrudescence de la socialisation politique des citoyens, c'est-à-dire qu'on a des citoyens lambda qui décident de tenter l'aventure, un peu comme Macron l'a tenté, mais aussi comme les Insoumis ont décidé de le faire avec leurs différents candidats aux législatives, avec tous ceux qui ont participé aux travaux de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon pour sa candidature à la présidentielle. Eh bien, il y a une envie, un désir de politique qui est très fort. Ce qui explique qu'il y a une inflation de candidatures aux législatives. 54, c'est ça? 54, tout à fait. Mais on verra, c'est ce soir à 18h qu'on saura exactement s'il y a 54 ou juste la moitié. Et puis, il y a également la règle aidé en cela par la règle du non-cumul des mandats, qui fait que beaucoup de députés ont décidé de rester au niveau de leur mairie parce qu'ils ne pouvaient pas être députés, chefs d'un exécutif local. Ce qui fait qu'on a des repositionnements, on a des calculs stratégiques visant à permettre d'avoir une candidature pour avoir des fonds pour le parti, ou alors de battre tel ou tel adversaire, et puis on a des positionnements plus classiques comme celui, à mon avis, de Mme Louis Carabin, qui est celui de vouloir faire battre d'abord une adversaire qui pourrait être, qui est probablement Justine Bénin, mais en même temps en pouvant intégrer la nouvelle dynamique politique GUSR, ultra dominante pour le moment en Guadeloupe. Et puis pour évoquer le soutien au candidat Warren Chengan, donc Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne, qui finalement ne soutient pas Sophie Péroumal de Sainte-Anne, qui est pourtant du même parti qu'elle, PPDG, mais plutôt Warren Chengan. Oui. Suivant en cela les socialistes qui ont décidé de soutenir Warren Chengan, qui est un candidat sans étiquette, mais qui, tout en étant très connu dans le monde politique, et en fait, parce qu'il est journaliste politique, mais est en fait un candidat sans étiquette, eh bien, il y a là une volonté de se regrouper autour de celui qui est en train de devenir vraiment la figure montante de cette circonscription, mais il ne devient pas figure montante comme ça, parce qu'il y a une dynamique, probablement, de campagne, une dynamique populaire. Les échos que j'ai eus me laissent penser que, justement, Warren Chengan commence à sortir un petit peu du lot avec la candidature de Diana Perran, oui, plus celle de Justine Bénin. Je crois qu'on va avoir là un affrontement qui, effectivement, va en tout cas laisser des traces dans le microcosme politique et pas seulement dans la circonscription. On a une reconfiguration indéniablement, mais surtout, on a, à mon avis, la Constitution
constitution de 2 pôles, un pôle GUSR et un pôle où vont graviter tous ceux qui ne sont ni En Marche, ni solidaires et responsables, mais veulent quand même faire de la politique. Question de Marie-France. Oui, alors pour bien comprendre quand même le changement de politique de Christian Baptiste jusqu'à hier encore en fait, il soutenait Sophie Perumal, en tout cas c'est ce qu'il disait. Ce matin il annonce en fait qu'il soutient Warren Chingan. Je voulais savoir, est-ce qu'en fait selon vous cette décision c'est simplement en fait pour couper un peu l'herbe sous le pied à Diane Perron qui, rappelons-le, est comme dans l'opposition au niveau du conseil municipal de Sainte-Anne, qui effectivement avec l'apport de Gabriel Lecarabien devient quelqu'un de plus important. Est-ce que c'est ça sa volonté première en soutenant aujourd'hui Warren Chingan? Pas uniquement. Il y a bien sûr la volonté d'être traditionnellement contre l'opposition qu'il y a en face. Diana Perron a grandi à l'aile d'Aldo Blaise pour intégrer cette municipalité. Elle a tendance maintenant à occuper beaucoup plus le terrain maintenant qu'elle est vice-présidente du conseil régional et qu'elle est de longue date à la fois très proche des ténors du GUSR que sont Jacques Gillot. Elle est au GUSR. Hein, elle est au oui, oui. Et Jacques Gillot et Jean-Pierre Dupont qui sont aussi ses mentors, et puis elle a donc tendance à représenter finalement l'opposition véritable à Sainte-Anne. Donc il y a de ça, mais il y a aussi, d'après ce qu'on a pu entendre, il y a eu une volonté pour Christian Baptiste de ne pas se couper de sa majorité et de ne pas se couper de son groupe politique Le Phare, qui aujourd'hui, on le voit bien, pèse plus à la fois que le Parti Socialiste et que, la fédé du Parti Socialiste et que le PPDG, dans l'esprit de Christian Baptiste, qui opère là une forme de retranchement derrière sa base politique locale, celle de Sainte-Anne. Et ça montre effectivement que les jeux d'alliance ne sont plus ce qu'ils étaient. Beaucoup de maires cherchent à sauver leur mairie aujourd'hui parce que beaucoup de maires, notamment de jeunes maires qui ont été élus, sont déjà en difficulté au sein de leur majorité municipale. C'est le cas de Blaise Monal, c'est le cas de Christian Baptiste, c'est le cas également d'autres maires dont le nom m'échappe pour le moment, mais ça montre effectivement que le jeu politique s'est beaucoup accéléré et qu'aujourd'hui, des figures dont on n'entendait pas parler, notamment un certain nombre d'élus au conseil départemental ou de membres de la majorité municipale ou quelquefois quelques adjoints, peuvent peser plus lourd que le maire lui-même. Alors, je voulais juste revenir un petit peu sur la politique en France. J'ai reçu ici il y a quelque temps, j'imagine que vous avez dû lire cet ouvrage aussi de Michel Giordari. Il se demandait quelle était la nécessité d'un ministère des Outre-mer. Alors, vous savez, c'est une question qui était dans l'air. Faut-il ou pas avoir un ministère de l'Outre-mer dans la mesure où on sait très bien que les grands arbitrages ne sont pas faits dans ce ministère. Et curieusement, Macron qui veut renouveler un petit peu la politique, refaire les choses un petit peu différemment, et il remet un ministère des Outre-mer, c'est pas surprenant? Alors, ça n'est pas surprenant et c'est très intéressant. Pourquoi? Moi, ce qui m'a frappé dans la formation de ce gouvernement, c'est que c'est un gouvernement resserré. C'est un gouvernement Macron, hein, Édouard Philippe n'a pratiquement choisi aucun ministre. Oui. Et c'est un gouvernement qui reprend à la fois des bases fondamentales, régaliennes par exemple, où on muscle des ministères régaliens. On a un énorme ministère lié à l'administration territoriale, c'est celui de la cohésion des territoires qui brasse trois activités, les villes, les territoires, l'aménagement du territoire et le logement. Et en même temps, on garde, c'est pratiquement le seul, on garde un ministère pour lequel on se pose souvent la question, est-ce qu'il faut garder ou pas le garder? Les ultramarins voulant qu'on le garde, parce que ça permet d'avoir un vrai budget identifié, et même si on perd des arbitrages, mais au moins on peut arbitrer sur des vrais budgets de l'outre-mer, plutôt que d'avoir des petits arbitrages disséminés dans les différents ministères, et forcément où on est toujours perdant. Et puis on scinde deux ministères importants, un ministère important en en faisant deux ministères, éducation nationale d'un côté, enseignement supérieur, recherche et innovation de l'autre. La formation de gouvernement, c'est toujours un signe politique qu'on veut envoyer à bien des égards. Si Emmanuel Macron a décidé de garder l'outre-mer, c'est d'une part parce qu'il a réalisé que malgré les gros scores de Mélenchon et Le Pen en outre-mer, il a quand même une base électorale qui est forte, qu'il y a une volonté politique des élus, de tous les élus, d'avoir un référent qui siège au Conseil des ministres au sein du gouvernement. Donc on garde ce ministère de l'outre-mer.
Et vous savez, quand vous regardez l'intérieur du ministère de l'Outre-mer, vous vous rendez compte qu'il brasse. C'est un petit gouvernement à lui tout seul puisqu'il brasse différents domaines. Et c'est donc un lieu où tout un certain nombre de hauts fonctionnaires travaillent et c'est difficile de mettre à mort la rue Oudinot en un mot. Donc je crois que ça n'est pas très surprenant. Ça peut être une bonne chose si le ministre de l'Outre-mer, la ministre Annick Girardin, qui est quelqu'un qui connaît bien l'Outre-mer et les dossiers ultramarins, si elle garde une forte capacité d'action. En choisissant Annick Girardin, il a envoyé un autre signe, le président de la République. Il veut vraiment une politique d'Outre-mer. C'est peut-être aussi une révélation. Il a besoin d'un ministère de l'Outre-mer parce que lui-même n'est pas du tout aguerri sur ces questions ultramarines. Et on voit que manifestement, il n'a pas de politique Outre-mer dans la tête, mais qu'il veut plutôt que les Outre-mer lui proposent des politiques. D'ailleurs, Olivier Servat, que nous avons reçu ici il y a 2 jours, un peu avant ce jeune doctorant que vous connaissez, Raphaël Lapin, qui a sorti cet ouvrage sur l'autonomie, Olivier Servat disait que probablement Macron ne serait pas opposé à un changement statutaire pour la Guadeloupe et autres. Enfin, ça on verra. Marie-France, dernière question. Alors, par rapport au ministère de la Transition écologique, maintenant, juste un relais entre donc, ce ministère et Marie-Galante, puisqu'à l'époque, donc Ségolène Royal disait qu'elle allait accorder 18 mois pour le dossier Albioma pour aboutir. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Nicolas Hulot va avoir cette même politique d'attente comme ça pendant presque 2 ans? Ah non, Nicolas Hulot est tout sauf un attentiste. Nicolas Hulot est clairement venu en mission. Il est venu parce qu'il y a une urgence écologique gigantesque qu'on ne soupçonne pas, mais qui est réellement énorme. En tout cas, quand on veut s'intéresser à l'avenir de la planète et de nos enfants. C'est quelqu'un qui est venu pour agir, qui connaît le métier, qui a longtemps observé et qui ne s'est pas décidé uniquement parce que l'ère Macron qui s'ouvre semble être une ère où ceux qui veulent et ceux qui sont compétents peuvent agir et sont écoutés. Je crois qu'il a décidé de venir parce que justement, après, vu la transformation géopolitique que nous venons d'avoir, avec l'élection de Donald Trump notamment, qui est en train de tout détricoter aux États-Unis, je crois qu'il y a urgence pour mettre un peu le radicalisme écologique de côté et aller dans une direction gouvernementale où un certain nombre de mesures, on fera le décompte à la fin, mais un certain nombre de mesures pourront être prises le plus rapidement possible et de façon très forte. D'autre part, je crois qu'on a sous-estimé la volonté écologique et le modernisme d'Emmanuel Macron, parce que quand on regarde ces mesures, il a quand même des mesures, quand on baisse à 50% le nucléaire, c'est déjà pas mal, quand on voit les lobbies qu'il y a derrière. Donc je crois que quand il décide de mettre en deuxième position dans l'ordre protocolaire du gouvernement un ministère de la transition écologique et d'y placer Nicolas Hulot, qui est une grosse prise politique, je crois qu'il y a effectivement une volonté qui va se manifester d'un point de vue écologique. Elle ne fera peut-être pas l'unanimité, mais en tout cas, ça va être un ministère d'action et de médiatisation très important pendant ce quinquennat. Donc on verra ce que ça a donné. Puisque c'est la dernière question, vous me permettez très rapidement, de rebondir sur ce que vous venez de dire concernant l'évolution statutaire. Oui. Raphaël Lapin, que vous avez reçu ici, qui est un jeune doctorant d'une université parisienne, mais que nous avons eu le bonheur de former à l'Université des Antilles pour ses premiers cycles, est un spécialiste de droit économique et hier, il a tenu une présentation, une conférence de son ouvrage sur l'autonomie, voilà, et en présence d'autres universitaires dont moi. Et c'est vrai qu'on a eu un échange très intéressant avec le public et que cette question revient à l'ordre du jour par des universitaires ici, puisqu'on aura l'occasion, et j'en ferai partie, nous aurons l'occasion d'avoir des travaux liés à cette question pour aller au fond des choses, mais aussi parce que justement le président Macron, j'ai écouté un petit peu ce qu'il a dit encore, ce qu'il a dit en Outre-mer, me semble assez ouvert, notamment dans sa relation politique avec les responsables locaux, me semble assez ouvert pour donner beaucoup plus de compétences dans le cadre de la décentralisation
décentralisation et pourquoi pas aller vers une évolution statutaire, c'est-à-dire un cadre autonome. Il ne s'agit pas d'indépendance ici, mais aller vers un cadre d'autonomie, de responsabilité locale. Et je pense que c'est un débat qui s'ouvre, qui va être intéressant. Maintenant, reste à trouver quelle va être la bonne pédagogie pour faire comprendre tous les avantages qu'il y a à avoir plus de responsabilité locale sans tomber dans la dramaturgie et dans la peur d'une indépendance assiette vide. Alors, est-ce que ça veut dire, ce dernier mot, il est 13h, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce débat-là va être repris par les universitaires davantage que chez les politiques? Parce que visiblement, Raphaël Lapin, il nous l'a dit en 2 mots, que je lui ai posé la question que les politiques ne lisent pas beaucoup, ne s'informent pas suffisamment sur ce qui paraît. Alors est-ce qu'on peut dire que les universitaires guadeloupéens, dont vous et d'autres, on connaît, Chico, etc., vous allez prendre à bras le corps cette question? Oui, c'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Nous allons non seulement pas de cette question-là, mais d'autres questions également. Par exemple, le développement économique, le développement insulaire, nous le faisons déjà dans le cadre du Crédit, notre laboratoire de recherche. Et c'est vrai qu'il y a une volonté populaire de mieux comprendre et de mieux s'approprier les questions de demain, mais au-delà d'une certaine technicité. Donc notre rôle, comme nous le faisons et comme je le fais ici notamment, consistera à vulgariser, c'est-à-dire à faciliter la transmission des éléments d'information et de connaissances nécessaires pour mieux anticiper et mieux se projeter dans les décisions qu'on doit prendre quand on est élu politique, mais aussi quand on est citoyen lambda ou qu'on appartient à une association ou en tout cas qu'on s'intéresse à la vie politique et à l'avenir du pays et de la Guadeloupe. Mais il faut comprendre une chose, il y a des questions aussi essentielles que l'évolution statutaire, qui est une question de compétence après tout, mais il y a une question aussi de mieux utiliser les moyens que donne l'Europe. Il y a des questions d'établir de meilleures relations et de meilleurs réseaux avec la haute administration française, et il y a aussi la question de la formation, d'une meilleure formation de nos élites. Donc tout ça, rassurez-vous, vous n'avez pas fini de voir des universitaires sur vos plateaux télé. C'est pas une mauvaise chose. En parlant de ça, on vous reverra demain, mais peut-être pas sur le plateau, mais vous serez demain en train d'expliquer à quoi sert un député. Je crois que c'est à Bastia où ça se passe. Oui, tout à fait. Et ensuite, je vous rassure aussi, Danick, dans d'autres villes, vous inquiétez pas. Je ne suis pas inquiet. Voilà, il est 13h02, même 3 minutes. On va prendre une pause publicitaire. Je vous rappelle qu'on va recevoir tout à l'heure Madame Justine Bénin qui a publié sa méthode d'ailleurs, assez intéressant, on voit assez intéressant à lire. Et puis nous aurons en fin d'édition Iman Choudan qui viendra comme chaque quinzaine danser avec nous. Voilà, la pause pub, on est sur RHT, sur ZCL et puis on se retrouve tout à l'heure avec Marie-France, on continue l'interrogatoire. Voilà, il est 13h08 exactement dans le ZCL en direct de RHT. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir Madame Justine Bénin. Justine Bénin qui est l'auteur de cet ouvrage, La méthode. Marie-France, 2 petits mots sur Justine, vous la présentez un peu? Absolument. Alors Justine Bénin, vous avez 42 ans, vous êtes née aux Abîmes. Alors curieusement, dès l'âge de 10 ans, vous rêvez de faire de la politique. Il est vrai que votre grand-père était un supporter de Guy Beaubois et qu'il vous emmenait régulièrement aux meetings. Votre maman est très jeune à votre naissance et c'est donc vos grands-parents en fait qui vous élèvent et grâce à eux, vous dites que vous avez connu des moments merveilleux dans votre enfance et notamment à la campagne. Ils rêvent de vous voir devenir avocate et en fait pour leur faire plaisir, vous allez à Toulouse et vous obtenez une maîtrise en droit social. Ensuite, vous débutez votre carrière à la protection judiciaire de la jeunesse. En 2006, vous revenez en Guadeloupe et vous retrouvez votre mentor de toujours, Gabrielle Louis Carabin. Vous dites même que c'est elle qui vous a formaté politiquement et vous connaît comme si elle vous avait faite. Et puis, c'est la rupture et vous faites profil bas et aujourd'hui, pour rassurer votre électorat de tous bords, vous assurez qu'un jour prochain, vous vous retrouverez probablement l'une et l'autre. Conseillère régionale puis départementale, il n'y a pas que la politique dans votre vie. Vous aimez lire, dites-vous, danser, le carnaval et les voyages. Vous vous êtes forgé une carapace à l'extérieur et à l'intérieur, vous avez appris à rester détaché des événements.
Vous avez aussi, vous dites que le regard des autres néanmoins est important puisqu'il permet de vous rappeler vos erreurs. Votre meilleur souvenir, c'est bien évidemment la naissance de votre fille. Et si vous aviez du temps, dites-vous, vous consacreriez bien plus de temps à votre famille, qui reste le socle de votre équilibre. Ce que vous n'aimez pas, par-dessus tout, ce sont les jugements actifs, ceux qui parlent sans savoir et qui souvent sont à l'origine de conflits qui ne devraient pas exister. Et enfin, si vous deviez déménager à l'autre bout de la planète et si vous ne deviez emmener qu'un seul objet, ce serait votre porte-bonheur, une sorte de gris-gris qui ne vous quitte jamais. Merci d'être avec nous. Merci. D'accord avec ce portrait, ce beau portrait fait de vous? Rien à dire? Marie-France a dit ce qu'elle devait dire, un sourire, en toute poésie. Oui. Alors, je vais vous poser une question en écoutant ce portrait. Si Mme Carabin qui vous a formaté, pourquoi il y a une rupture? Vous savez, je l'ai toujours dit, aussi bien sur Canal 10 que sur les autres presses de la Guadeloupe, on ne peut pas se renier, on ne peut pas se défaire, on ne peut pas se rejeter son histoire. Oui, effectivement, j'ai eu un mentor politique, comme Emmanuel Macron a été conseiller de François Hollande, puis ministre au niveau de l'économie à Bercy. Et puis après, vous savez qu'en politique, les choses se font, les choses se défont. Mais il ne faut pas quand même des fois céder ni à la panique, ni à la confusion, et puis partir dans tous les sens. Aujourd'hui, il m'appartient d'être sur ma ligne, comme je l'ai toujours été, d'avancer valablement selon mes convictions, mes engagements et mes idées pour les Mouliens et pour la Guadeloupe. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Marie-France, j'aimerais que les choses soient claires. Est-ce que vous voulez être davantage maire du Moule ou député? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des élections législatives. Oui. D'accord. Nous sommes dans le cadre des élections législatives où j'ai fait acte de candidature avec une suppléante, une jeune femme du Gosier, Guylaine Jeanne, qui va m'accompagner avec l'ensemble de mes amis, l'ensemble des amis, des gens, de la population d'Anse-Bertrand, passant par la Désirade jusqu'au Gosier. Je m'active effectivement pour qu'on puisse gagner ces élections avec mon slogan « Ensemble pour un nouvel élan ». Je dis bien, il s'agit de faire un pas après l'autre. Vous me parlez aujourd'hui d'élections municipales, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, il s'agit des élections législatives et je rappelle que ces deux élections totalement différentes. Totalement, Marie-France. Alors aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que le PS et Victorin Lurel soutiennent donc, le candidat Warren Chingan. Vous avez été donc dans la majorité régionale, vous avez été un membre très actif de cette majorité, notamment vous avez été président de la commission formation, ce qui n'est pas rien. Comment vivez-vous aujourd'hui ce soutien du PS par rapport à un autre candidat qui, en plus, géographiquement, qui est également moulien? Est-ce que c'est pour vous une trahison ou pas forcément? Mais vous savez, je ne vais pas employer le mot trahison parce qu'on a tellement dit de moi que j'avais trahi ou pas trahi, alors que je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, le SRPJ n'est jamais venu devant ma porte, ni les renseignements généraux. Je dis simplement qu'ils ont adopté la discipline de leur parti politique. Ils assument leurs choix et leurs responsabilités, que ce soit au niveau du Parti socialiste, où il est vrai, j'ai été vice-présidente de la collectivité régionale, en charge de la formation professionnelle, présidente de l'école régionale de la deuxième chance. Même présidente pendant quelques jours. Et même, il est vrai, présidente pendant quelques jours, où il y a eu le basculement entre Madame Josette Borel-Lincertin, présidente du conseil départemental aujourd'hui, et Victorin Lurel. Donc, à charge pour aujourd'hui d'assumer la responsabilité, il est vrai qu'il soutiennent un candidat moulien sur la zone, sur la deuxième circonscription. Je me dis simplement qu'ils ont adopté la discipline du parti. S'il a une carte du Parti socialiste, comme le GUSR a adopté la discipline du parti, j'en prends acte. Je respecte le choix, mais moi je dis simplement à l'ensemble de la population guadeloupéenne que je me présente en tant que fille de la population, fille du peuple, et tout simplement parce que j'ai des convictions, j'ai des valeurs, et les Guadeloupéens m'ont toujours vu à l'ouvrage, à l'œuvre, dans l'action politique, et je pense qu'aujourd'hui, en termes de proximité, en termes de travail, en termes d'action, ils savent, en tout cas, ils m'ont vu. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont en train d'apprendre à me connaître. Je fais un travail au quotidien avec l'ensemble des militants qui m'accompagnent dans le cadre de ces élections législatives.
Vous ne craignez pas, Madame Bénin, que ces petits arrangements politiciens entre eux perdent un peu de crédibilité à la classe politique, parce que les gens ont le sentiment que, je le disais tout à l'heure avec M. Détouche, c'est la première fois qu'on voit une députée aller soutenir une candidate en deuxième position. Ça ne s'est jamais fait en Guadeloupe. Alors, ces choses-là, au niveau de la population, ça vous met en difficulté. Je parle, vous, politique. Vous savez, aujourd'hui, je pense que je ne suis pas là pour décerner des bons points ou des mauvais points à un tel ou pas un tel. Ce que je dis simplement, aujourd'hui, il y a une méfiance, il y a une crise de confiance que nous assistons au niveau de la population par rapport à nous élus, parce que j'en suis une, à nous politiques. Il s'agit pour nous aujourd'hui, en tout cas pour celle que je suis, d'apporter de la pédagogie, d'apporter des explications nécessaires afin que la population puisse mieux comprendre et mieux appréhender les défis auxquels la Guadeloupe doit faire face aujourd'hui. Alors c'est vrai que ces petits arrangements n'arrangent personne, et même pas moi. Parce qu'il y a déjà une crise de valeur. Lorsque vous voyez les élections présidentielles qui viennent de se passer, ou sous la deuxième circonscription, il y a eu quand même un vote massif au niveau du Front National. Je n'ose pas croire que la population soit xénophobe et raciste. En tout cas, c'est l'analyse primaire. Mais après, lorsqu'on va au fin fond, c'est vraiment un vote de colère, de rage et de désespoir. Et aujourd'hui, et de contestation, il est vrai, parce que les problèmes restent en l'état. Et c'est vrai que nous assistons à des manœuvres électoralistes et des manœuvres politiciennes, et ça c'est dommage. C'est dommage dans la mesure où nous avons aujourd'hui et nous assistons. La population d'aujourd'hui n'est pas la population d'hier. Nous avons un peuple debout, un peuple digne et qui souhaite avoir des élus, et il y a une certaine dignité aux commandes. Je rappelle que lorsque nous sommes élus, nous sommes des guides. Nous devons effectivement conduire dans la réflexion la plus saine que possible. Même ne dites pas que je suis rêveuse, mais je pense, et aujourd'hui, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, je le dis à l'ensemble de la Guadeloupe, j'ai gardé ma ligne, je suis sur ma ligne. J'aurais pu, il est vrai, pour X, Y raison, de dire que peut-être je serais plus forte, de courir et d'aller ici ou là pour avoir des soutiens. Je reste sur ma ligne et je me présente comme étant, face à mon destin, fille du peuple, fille de la population, fille de la Guadeloupe en tout cas. Alors, je voulais savoir, vous allez conduire votre campagne politique de quelle manière? Je m'explique. Donc, vous êtes bien ancré au Moule. Au Moule, il y a effectivement, vous allez vous retrouver face à Mme Carabin et face à Warren Chingan. Est-ce que vous allez plutôt axer vos efforts, en tout cas votre présence sur le Moule, ou au contraire sur les autres communes, comme Anse-Bertrand, Petit Canal, Port-Louis, on vous connaît un peu moins? Quelle va être votre stratégie? Et même, je prononce la question, est-ce que vous allez avoir le soutien du PPDG maintenant? Alors, ce que je dois dire, à Moule, je ne serai ni face à un tel, ni face à un tel. À Moule, comme dans la deuxième circonscription, je vais, avec une profession de foi, je me présente. Et, dois-je le rappeler, je suis claire dans ce que je fais. J'ai fait acte de candidature sans étiquette, mais je rappelle à la population guadeloupéenne que je suis en marche, je suis adhérente d'En Marche. Officiellement? Officiellement, je suis adhérente. Vous avez une investiture ou pas? Non. Ouais. Je suis adhérente à En Marche, d'accord? Et j'avais fait acte de candidature à En Marche, d'accord? Et ça, c'est très, très important. Et j'ai parrainé Emmanuel Macron dès les premiers instants. Pas au deuxième tour, dès le premier tour? Dès le premier tour. Je pose la question. Je fais partie des parrainages d'Emmanuel Macron. Et je pense que la Guadeloupe le sait. Premièrement, je ne suis ni face à un tel, ni face à un tel. Je vais avec un programme. J'ai soutenu Emmanuel Macron dès les premiers instants. Je crois en son projet et nous allons effectivement décliner cela sur l'ensemble de la deuxième circonscription avec l'équation personnelle qu'on me connaît. Je rappelle que c'est une élection législative où Emmanuel Macron a besoin de députés pour justement mener à bien son programme, son projet pour la France. Donc voilà. Ensuite, en termes de stratégie de campagne, nous serons effectivement sur l'ensemble de la seconde circonscription où avec un ancrage, et cette élection-là se jouera sur l'ancrage territorial qui est le mien, conseillère départementale élue à Moule de la Guadeloupe, ancienne conseillère régionale, conseillère municipale, où il est vrai, nous allons mener une campagne de porte-à-porte, de front, aussi bien à Moule que sur l'ensemble des territoires, avec ma suppléante, Guylaine Jeanne, qui est du Gosier.
Bon, alors, ça, c'est sous le moule. Mais alors, la question qui se pose aujourd'hui, parce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que c'est une élection législative, on a quand même le sentiment, Justine Bénin, que derrière l'élection municipale se joue. On peut pas le nier aujourd'hui. L'arrangement qui a été fait entre Mme Carabin et Diana Petrou, et de l'autre côté entre Warren Chingan et M. Baptiste, c'est un arrangement municipal. Il ne s'agit pas là des législatives. De toutes les façons, seulement. Sans pour autant rester sur les 4 noms que vous venez de citer. Oui. Quand vous voyez qu'il y a pléthore de candidats, ainsi, il y a autant de candidats. Et vous voyez bien que l'ensemble des candidats cherchent l'ancrage territorial sur leur territoire. Oui. C'est bien là, en point de mire, pour certains candidats en tout cas, l'élection municipale. C'est bien ça. Hein? Mais je veux dire qu'il y a quand même 12-13, vous avez cité que 4 noms. Oui. Vous assumez vos responsabilités. Vous êtes la 5e. Marie-France, voilà. Question. Alors, je voulais votre sentiment par rapport à la réaction aujourd'hui de Christian Baptiste qui a décidé de soutenir Warren Chingan. Est-ce que vous trouvez que c'est une démarche logique pour le maire de Sainte-Anne? Vous savez, depuis que l'élection législative a démarré, il n'y a point de logique. Hein. Il n'y a plus de logique. Il n'y a pas de logique. On est dans l'irrationnel alors. Donc, vous savez, il a fait un choix. Je ne vais pas discuter son choix. Il va assumer son choix et être responsable de son choix vis-à-vis de sa population. Alors, on va parler un petit peu de ce que vous connaissez le mieux, le moule et au-delà, peut-être la circonscription. Madame Carabin a pris 2 mandats, il faut faire son bilan. J'imagine que vous avez sorti un bouquin, il faut le rappeler, la méthode où effectivement vous analysez un petit peu comment ça se passe du point de vue politique et l'élu local. Alors, est-ce que vous êtes arrivé au stade de dire que ce qu'a fait Carabin en 2 mandatures législative en tant que député, ça n'a pas laissé de traces dans le paysage guadeloupéen? Écoutez, la députée sortante fera elle-même son bilan. Mais oui, mais vous avez une approche quand même. Non. Vous n'avez pas d'approche. La députée sortante fera elle-même son bilan. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est suppléante, donc la candidate sera comptable, donc elle fera elle-même son bilan. Moi, pour ma part, dans ce bouquin-là, je n'ai pas eu à faire de bilan ou pas. Non, quand pas je du dis, tout. D'accord, bien. Elle fera elle-même son bilan. Aujourd'hui, il s'agit pour moi... Vous avez un regard quand même, Justine Bénin. Elle fera elle-même son bilan, monsieur Zandronis. Je le dis, et vraiment, je le dis en toute humilité, elle fera elle-même son bilan. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je suis sur une voie. Ma voie, c'est mon programme, mon action, ce que j'ai envie de présenter à la population de la Guadeloupe, singulièrement à la 2e circonscription, sur cette circonscription qui est vraiment une très, très belle circonscription, aussi bien l'axe nord, l'axe sud et compagnie, avec tout ce qui concerne des problématiques de l'agriculture, de la pêche, du développement des activités, de l'emploi et de la biodiversité. En tout cas, vous aurez le temps de voir le programme que je présente pour cette 2e circonscription, pour la Guadeloupe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure pour moi n'est pas au bilan d'un tel ou d'un tel. Les personnes feront elles-mêmes leur bilan. Bien, vous avez peut-être développé votre programme. On va, question de Marie-France. Je voulais simplement vous demander si, effectivement, sur la 2e circonscription, vous avez des soutiens de maires. Déjà, vous avez engrangé des soutiens d'autres maires, puisque en fait, quand on regarde le paysage, avec le nombre de candidats, en fait, ça risque d'être compliqué, non? Oui, ça risque d'être compliqué, mais comme je l'ai dit au préalable, moi, je me présente en tant que fille du peuple, en tant que fille de la population. Ça, c'est la langue de bois, Justine. Je n'ai pas de soutien de maire. Oui. Non, c'est pas la langue de bois. Oui. Vous n'avez aucun soutien d'aucun maire? Pour l'instant, je n'ai pas de soutien affiché de maire. D'accord, affiché. Ça veut dire qu'il y en a qui sont sous-marins? Je n'ai pas de soutien affiché de maire. D'accord. Bon, enfin, c'est ce que vous dites. On déduit ce qu'on a envie. Oui. Alors, on va parler un petit peu de votre programme. Alors, vous savez qu'on vous regarde. J'imagine que vos fans vous regardent, mais pas seulement. Les gens qui ne sont pas vos fans vous regardent aussi. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus par rapport à Mme Carabin? Vous ne faites pas son bilan, mais qu'est-ce que vous voulez porter par rapport à cette circonscription? Vous savez bien qu'il y a des communes comme Lance-Bertrand, pour lui, où le développement économique n'est pas
la chose la mieux partagée. Alors, on dit même que ces régions-là, quand on pense à Lens-Bertrand, c'est pratiquement le tiers-monde de la Guadeloupe aujourd'hui. On le dit, parce que le développement économique n'est pas souvent assuré. Vous savez, les problèmes d'eau à Petit Canal, à Port-Louis, peut-être moins sur Moule, mais sont récurrents. Alors, qu'est-ce que vous proposez à ces Guadeloupéens du Nord? Ce que je souhaite dire à la Guadeloupe, c'est que j'ai eu la chance, avec mon groupe, de faire 3 débats déjà sur un député, pourquoi faire. C'est-à-dire vraiment pour poser le cadre sur la définition, les modalités, la fonction du député. D'accord. Parce que très souvent, nous allons aux élections et nous y allons, disons au peuple, voilà, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Mais il est vrai, il faut donner la bonne information à la population. Et c'est vrai, j'ai eu en cela la chance d'être accompagnée par Julien Mérillon. Un député, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'un député? Pourquoi un député? Que peut-il faire? Que ne peut-il pas faire? Et surtout, il ne peut pas faire les routes. Le député, il est là justement pour voter les lois et pour s'inscrire dans le cadre d'un gouvernement, dans le cadre d'une majorité du président, en l'occurrence le président de la République, qui a un programme pour la France, décliné pour les Outre-mer, singulièrement pour la Guadeloupe. Et pour la Guadeloupe et pour les Outre-mer, il a fait des propositions. Et vous reprenez à votre compte, par exemple? Eh bien, il y a la continuité territoriale, il y a le plan de formation où il va injecter plus de 50 milliards dans l'investissement de la formation. Pardon? Vous connaissez bien l'histoire de formation. Mais concernant celle que je suis, ce que je vais défendre pour les Outre-mer, singulièrement pour la Guadeloupe, vous savez, au niveau de la Grande Terre, nous avons une difficulté aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, sous la Grande Terre, nous avons l'agriculture qui représentait 40%. Aujourd'hui, il y a un problème d'irrigation, il y a le problème de l'eau, mais rappelez-vous ce que tous les gouvernements successifs ont toujours dit, qu'ils étaient prêts à aider les Guadeloupéens, s'agissant de l'eau, s'agissant de l'adduction, de la canalisation d'eau potable, mais qu'il fallait qu'on puisse se mettre ensemble, parce qu'aujourd'hui, la difficulté n'est point une difficulté de finance, mais c'est une difficulté de gouvernance. De cohésion. Et surtout. De cohésion, et qu'il fallait qu'on soit responsable à notre niveau, pour aller au-delà des clivages et choisir quelqu'un qui soit en capacité d'aborder et de conduire ce syndicat unique. Alors, sur cette question, vous êtes pour le syndicat unique de l'eau, par exemple? Oui, depuis 2011, je m'étais affichée en disant que j'étais pour le syndicat unique. Il s'agissait depuis les premières réunions qu'avait effectuées à l'époque l'ancien président du conseil général, du conseil départemental, pardon. Question de Marie-France. Oui, alors donc simplement plus concrètement, Justine Bénin, quand vous parlez notamment de formation, est-ce que vous avez, ou même de développement social, puisque vous êtes quand même une femme de terrain, c'est ce que vous nous dites et c'est ce que vous démontrez. Qu'est-ce que, dans des communes comme Port-Louis, Lens-Bertrand, est-ce que vous avez quand même des idées plus concrètes de soutien, d'accompagnement? Oui, dans la mesure où, vous savez, aujourd'hui, je suis présidente de l'équipe pluridisciplinaire du conseil départemental pour la gestion des allocataires du RSA. Sur les communes comme Lens-Bertrand, Port-Louis, Petit Canal, nous avons un pôle emploi situé au Port-Louis. L'idée pour nous, en même temps, vous avez le pli E, qui est au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Moi, l'idée que je vais soumettre, c'est qu'on puisse mettre là, qu'on puisse fusionner, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le pôle emploi est en train de se chercher, qu'on puisse fusionner ces deux entités pour qu'il y ait un véritable guichet unique, comme on l'a fait pour l'établissement public administratif de formation, qui est l'ensemblier et qui porte l'ensemble des actions de formation à l'échelle du territoire, afin que nous puissions polariser les actions de formation aussi bien sous le tertiaire, mais plus sur l'agriculture au niveau du Nord-Grande-Terre. Parce que très souvent, nous avons des formations agricoles qui restent vides. Pas parce que les gens ne s'y intéressent pas, mais par méconnaissance, tout simplement. Moi, j'ai des jeunes qui m'appellent, qui me disent « Ouais, mais pour l'agriculture, il faut faire quoi ?» Bien déjà, il faut s'intéresser, appeler la Chambre d'agriculture. Vous avez le MFR, vous avez les CFPPA, mais il faut savoir où se trouve l'information. Il faut donner l'information ensuite. Et puis, bien évidemment, ce que Mme Borel-Incertain avait cherché à faire à l'époque, avec l'ensemble des agriculteurs, c'était faire la mise en place, en tout cas l'installation de jeunes agriculteurs. Et pour ça, il faut des terres. Et pour ça, il faut des terres. Ça manque cruellement, certes, mais il y a une mauvaise répartition. Il y a eu une mauvaise répartition des terrains agricoles dans le passé.
sur la zone du Nord-Grande-Terre. Il est pratiquement 13h30, mais juste avant la pause, je voulais quand même vous poser une question. C'est une vieille polémique, vous ne l'ignorez pas. Vous avez été l'un des acteurs de l'école de la seconde chance et j'ai cru comprendre que cette école de la deuxième chance au Moule n'était pas finie, les travaux étaient mal ficelés, que rien n'avait été fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire deux petits mots là-dessus? Parce que j'ai souvent entendu ici même des politiciens au niveau de la région, enfin vous savez bien, connaissez bien cette polémique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette école de la seconde chance? Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes parti, vous l'avez laissé en quel état? Moi, quand je suis partie, j'ai laissé une école régionale de la deuxième chance avec un conseil d'administration en ordre de bataille. Et petit bémol, je ne suis pas partie parce que quand Jean-Philippe Courtois est devenu président de l'école, eh bien, il m'a été demandé de rester vice-président en qualité de personnalité qualifiée. Oui. Et donc, j'y suis justement pour accompagner, pour vérifier que les choses se passent bien par rapport à notre jeunesse, à tout ce qui est de la remédiation active de notre jeunesse par rapport à tout ce qui est des projets. Mais concernant l'infrastructure du Moule, à ce que je sache, les choses n'avaient pas de difficulté jusqu'à ce que je sois présidente et jusqu'à ce que je sois devenue encore vice-présidente. Donc aujourd'hui, j'entends ici et là qu'il y a des difficultés. Donc les gens, il faudrait qu'ils s'expliquent où se situent les difficultés. De terrain, le parking, enfin des choses comme ça qui ont été dites, rien n'avait été fait, le terrain n'était pas balisé, enfin, etc., etc. Je ne vais pas tout vous citer, vous avez entendu ça. C'est vrai ou c'est faux tout ça? Vous savez, ce que je sais aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a eu l'idée de créer cette troisième structure de l'école de la deuxième chance, c'est qu'il y a un besoin. Oui. Il y a des jeunes en difficulté. Nous avons une problématique avec des jeunes de 18 à 30 ans qui ont connu des accidents de vie, des parcours de vie et qui ont besoin d'aide, d'accompagnement et de remise à niveau, de remédiation, qui ont besoin de soutien. Moi, je ne vois pas pourquoi on va pinailler sur une infrastructure, sur du matériel. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est grave et que vraiment, il faut accompagner cette jeunesse en souffrance. Et je pense que c'est une belle implantation pour l'école dans le cadre du Nord-Grande-Terre et même par rapport à Saint-François, par rapport à Sainte-Anne, lorsque nous savons qu'il y a un problème de transport au niveau de la Guadeloupe, je pense qu'il ne faut pas pinailler sous cette infrastructure qui demande qu'à être ouverte. Merci. 13h32, on va prendre une pause de publicité. On va se retrouver tout à l'heure pour une dernière partie de cet entretien avec Justine Benet. On va parler des statutaires, puisque vous avez entendu tout à l'heure, Didier Touche le disait encore, les politiques devront peut-être suivre les universitaires sur la question statutaire, puisque M. Macron, semble-t-il, si Raphaël, je vous invite d'ailleurs à lire cet ouvrage aussi, sur l'autonomie, qui a sorti Raphaël Lapin, qui a sorti un ouvrage sur l'autonomie. Est-ce que c'est une question qui va faire débat? Est-ce que pendant les élections législatives, cette question va être posée? On va vous la poser tout à l'heure, après la pause. Tu as fait là 26 minutes à peu près, donc voilà. Voilà, il est 13h38. On va continuer donc ce ZZL un petit peu spécial, comme tous les vendredis, puisque nous recevons une personnalité politique. Nous recevons Justine Benet, qui est candidate dans sa circonscription pour ces élections législatives. Et je disais tout à l'heure, juste avant la pause publicitaire, qu'on allait aborder la question statutaire, parce que c'est une question qui a fait beaucoup de débats. On se souvient qu'en 2003, Mme Chevry et d'autres personnalités s'étaient prononcées pour une assemblée unique et curieusement, Victorine Luel, qui disait-il à l'époque, était pour une évolution statutaire, s'était opposé bec et ongle contre cette évolution, et pendant tous ces 2 mandats, il a été l'un des plus farouches partisans de la présidence française en Guadeloupe, enfin se rangeant dans le camp des colonialistes, on va le dire comme ça. Alors, semble-t-il, puisque Olivier Serval l'a dit avant-hier, on vient d'écouter des touches qui disaient que probablement
effectivement, M. Macron allait peut-être dans le sens d'une évolution statutaire. Il y a un ouvrage qui est sorti cette semaine de Raphaël Lapin sur la question de l'autonomie. Est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question d'une manière générale, les politiques vont s'emparer de cette question ou alors on va encore une fois de plus fonctionner le drapeau dans la poche? De toutes les façons, vous l'avez dit vous-même, il y a eu tellement de soubresauts quant à l'évolution institutionnelle au niveau de la Guadeloupe. Ah non, il y a de institutionnel et statutaire, c'est pas la même chose. L'évolution institutionnelle et statutaire entre 2003, ensuite le congrès des élus départementaux, régionaux, enfin bref. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Et Emmanuel Macron, le président de la République l'a bien dit. Aujourd'hui, il ne peut pas faire sans les Outre-mer. Il va faire avec les élus. C'est à partir des idées des élus des Outre-mer, et singulièrement de la Guadeloupe, qu'il va évoluer. Et l'on sent bien qu'aujourd'hui, avec toutes les difficultés que nous connaissons des deux collectivités majeures, eh bien, on ne va pas y échapper à cette évolution. Mais sauf que le peuple guadeloupéen aujourd'hui ne saura pas où se retrouver. Il faudra apporter la pédagogie nécessaire, il faudra apporter l'information nécessaire et il faudra expliquer à la population, parce que trop souvent, eh bien, on a entendu dire, certains élus dire à la population que la population n'était pas prête, la population n'était pas mature. La population guadeloupéenne, elle sait prendre ses décisions, elle est mature et elle saura, eh bien, le moment venu, prendre la bonne décision. Est-ce que c'est déjà le moment? C'est le moment. C'est le moment, nous le savons très bien. Marie-France, question. Alors, Justine Bénin, vous êtes entre guillemets une guerrière, c'est-à-dire que vous ne mâchez pas vos mots, vous dites les choses comme vous avez envie de les dire. Et pourtant, systématiquement, depuis plusieurs mois, quand on vous parle de ce divorce, de cette rupture avec Gabriel Luc-Carabin, vous employez des termes très, très nuancés, très prudents. Expliquez-moi pourquoi, quelle est la finalité, quel est votre objectif pour cette femme que finalement vous aimez beaucoup? Non, je vais vous dire quelque chose. Effectivement, je suis une guerrière. Effectivement, je sais aller au bout et au fond des sujets. Simplement, lorsque vous avez passé des moments extraordinaires, et je prends le cas, vous avez un époux, vous avez des enfants, mère et fille, mère et enfants peuvent se fâcher. Emmanuel Macron, François Hollande, après on se retrouve et on se congratule. Donc vous allez vous retrouver avec Carabin demain? Pourquoi partager ce qui n'est pas partagé? Pourquoi en faire un conflit à l'échelle du département de la Guadeloupe, sinon plus? Moi, je ne vois pas pourquoi il y a eu tellement de confusion. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne fais pas et je ne joue pas de la comédie. Quand je dis non, moi je suis pour l'intérêt de la Guadeloupe, je veux passer au-delà des clivages parce que je ne souhaite pas qu'on puisse personnaliser la vie politique au niveau de la Guadeloupe. Et je le fais en toute simplicité parce que je considère que les Guadeloupéens n'ont pas à supporter les différends entre les hommes et les femmes politiques, parce que quand les Guadeloupéens nous donnent mandat ou nous élisent, eh bien c'est pour aller dans l'action, c'est pour justement les protéger, c'est pour effectivement bien les représenter et non être dans un conflit permanent qui n'en trouve pas bout. Et demain, ça, c'est pas bon, ça, pour les Guadeloupéens. Pardon. Et demain, seriez-vous prête donc à travailler côte à côte avec Gabriel Luc-Carabin? Vous savez, nous sommes des femmes de la Guadeloupe. Nous restons des Guadeloupéennes. Nous sommes des Mouliennes. Moi, je l'ai toujours dit. Qu'on peut pas effectivement rester dans un conflit perpétuel. Vous savez, dans la vie, les choses se font, les choses se défont. Donc, rassurez-vous. Je ne le dis pas pour le dire, pour moi personnellement, je le dis parce que les Guadeloupéens et les Mouliens ne vont pas reconnaître celles en qui, ils ont confiance, tout simplement. Merci en tout cas, Justine Bénin. Juste un dernier mot et on vous laisse partir. Si vous êtes demain élu à l'Assemblée nationale française, quelle sera la première mesure que vous solliciterez pour la Guadeloupe? La première mesure, c'est vraiment un partenariat fort, aussi bien avec les entreprises du privé que les collectivités, pour le développement de l'emploi de nos jeunes. Oui, d'accord. Et juste une question, donc à l'Assemblée, vous allez siéger dans quel groupe politique? La majorité présidentielle, j'ai parrainé Emmanuel Macron. REM, oui, voilà. Merci en tout cas, on va revenir très rapidement à l'actualité avant de recevoir Iman qui est déjà là. Résultat des petits artistes, le concours des petits artistes de la mémoire préserve et transmet aux plus jeunes la mémoire du pays et plus largement dans le cadre des commémorations de l'abolition de l'esclavage, de sensibiliser les élèves à l'héritage. Plusieurs des élèves ont été récompensés pour leurs travaux. Un reportage de Vianney Valverde, c'est tout de suite.
Marie-France. Aujourd'hui, nous avons reçu les élèves et leurs parents dans le cadre de ce que nous appelons le concours des petits artistes de la mémoire. Alors, nous avons tout un programme de manifestation pour le mai des mémoires. Tout un tas de commémorations et d'hommages que nous rendons aux héros de 1802 et aux aïeux. Mais plus particulièrement, nous organisons chaque année un concours, le concours Les petits artistes de la mémoire, qui nous permet d'avoir un certain nombre de produits, de textes et aussi d'images. Et ces images-là servent de support. Le premier prix, en tout cas, c'est le support à tout ce que nous avons comme programmation, comme flyer pour le mai des mémoires. Donc aujourd'hui, nous avons reçu les parents et les élèves pour la remise des prix. Et le premier prix a été remporté cette année par une élève d'Ulysse. L'Ulysse qui est une classe spécialisée où l'on accueille les élèves en difficulté d'apprentissage. Et cette élève-là nous a fourni une œuvre très, très, très magnifique que le jury a retenue. Il faut savoir aussi que la ville des Abîmes associe les élèves à toutes les organisations, à tout ce qui est fait. Les élèves sont associés parce que nous nous disons que les élèves ne doivent pas rester en rade lorsque la ville organise tant en termes de culture, de commémoration, etc. Alors, nous avons participé au sein de la classe avec Maëlys et deux autres élèves aussi à un concours de création d'affiches sur le thème de l'abolition de l'esclavage. Alors, Maëlys et ses camarades ont proposé des œuvres déjà qui respectaient le cahier des charges. Ils devaient créer une œuvre sur un format A3 et ensuite ils devaient contenir un slogan. Quoi d'autre? Ils ont essayé de faire aussi ressortir de la symbolique, par exemple avec les chaînes éclatées pour les esclaves qui signifiaient la liberté. C'était des peintures et des collages. Mais moi je suis super fière, j'ai trouvé que tous les trois ils avaient fait vraiment un très très beau travail. Maëlys et autant que les autres d'ailleurs, ils méritaient tous d'avoir un premier prix. On en a un, c'est super, je suis très contente pour Maëlys. Toi aussi? Oui. Moi, je ne comprends pas trop ce type d'élèves. Ce sont des élèves qui sont nés en terre caraïbe, donc qui ont un passé en commun et donc qui se sont exprimés. Après, c'est vrai qu'ils sont en classe Ulysse, donc ils sont en difficulté devant certaines choses, en situation de handicap, mais là, ils ont vraiment prouvé, et Maëlys en tête, qu'ils étaient autant capables que les autres, qu'ils ont une sensibilité, qu'ils savent s'exprimer, donc je suis très fière d'eux. Voilà, il est 13h46, Justine Bénin, c'est fini. Si vous avez raté, vous avez la possibilité de le revoir sur le www.zcl.tv ou alors de regarder ce soir. En tout cas, vendredi prochain, nous allons recevoir une dernière fois l'un ou l'une de ces candidats ou candidates aux élections législatives. Et puis, on laissera la place à notre ami Yves Lizayo qui a commencé déjà à recevoir tous les candidats. Donc prenez contact avec TV Canal 18. Alors à ce propos, j'ai deux invitations pour le concert lyrique de ce soir à Nice. Si vous voulez les gagner ou participer, 26 73 03, c'est tout de suite. Et vous appelez et vous donnez votre nom et votre prénom et vous gagnez 2 places pour ce concert lyrique qui sera de très très haut niveau, je vous le garantis. Hier, on a reçu Madame Benjamin, Fatima et la cantatrice comment s'appelle, Madame Léger, bien évidemment, et je vous je vous demande donc de téléphoner tout de suite au 26 73 03. Vous avez la possibilité de voir ces deux événements, ces cantatrices. Alors, il y a en ce moment aussi ce qui se passe là, les Start-up JP, Start-up au 19, c'est aujourd'hui. MeToo Réalité, on avait reçu dans la semaine Betty Fosta. Il y a toute une série d'intervenants de qualité, comme ils disent, une équipe connectée. Donc, si vous avez encore le temps cet après-midi, il reste peut-être quelques places dans les ateliers. Je suis passé ce matin au World Trade Center. C'était bourré de monde, effectivement, dans les workshops et les tables rondes en détail. Allez-y, c'est intéressant et si ça vous intéresse, le numérique. Voilà. Maintenant, on va passer à la danse avec Iman, générique, et tout de suite, on retrouve Iman.
Bonjour à tous. Alors, la chronique danse de cette semaine va parler des épreuves du baccalauréat. Comme tout le monde le sait, la fin d'année approche, donc les examens aussi, et beaucoup d'entre vous choisissent l'option danse au bac. C'est une façon très simple de gagner des points sans en perdre. Donc je vais vous donner quelques conseils sur ces épreuves et comment les appréhender de la meilleure façon. Donc, pour ceux qui ne savent pas, cette épreuve de danse se déroule en 3 parties. Donc on a une composition chorégraphique qui peut être soit individuelle, soit en groupe, donc de 2 à 3 danseurs, qui se déroule sur une période de 2 à 3 minutes. Une improvisation individuelle, donc sur un thème qui sera sélectionné lors de votre examen, et un entretien qui va permettre de soutenir votre composition et de mettre en avant vos connaissances et compétences en danse. Alors, pour la partie composition individuelle ou collective, ce qu'on demande, c'est pas une performance ni une démonstration, mais vraiment une démarche artistique. Alors, le candidat ou les candidats prépareront une composition qui est structurée, qui va prendre en compte l'espace, le temps, l'énergie, la scénographie, donc avec des costumes, avec un décor. Le candidat va être évalué donc sur sa qualité d'interprète et de chorégraphe, et on va prendre en compte la richesse de son vocabulaire corporel, de sa présence, des états du corps, des silences, des ralentissements, du thème proposé, qu'est-ce qui a permis de mettre en scène cette composition? Quel est le processus qui a permis de mettre en place cette composition? Donc les conseils qu'on peut vous donner déjà, c'est de faire preuve d'originalité, d'éviter les prestations qui sont stéréotypées et impersonnelles. Il faut vraiment qu'il y ait une réelle intention de performance physique et artistique. C'est vraiment mettre son corps et son âme dans la danse. La composition, elle doit porter sur un thème, donc qui peut être soit narratif, soit abstrait. Donc narratif, ça peut être un texte, un conte. Abstrait, ça peut être une image, une ambiance particulière qu'on veut mettre en avant. Et ce qui est important, c'est de mixer bien à la fois les costumes, le décor, le mouvement, le choix du mouvement, pour pouvoir mettre le jury, tenir le jury en haleine, quoi. L'interprétation aussi est essentielle, savoir de quoi on parle dans sa composition. Le corps doit exprimer cette intention, les sentiments, les émotions, pour pouvoir convaincre le jury. Et donc le contenu et la gestuelle doivent exprimer cette émotion, et on doit convaincre et captiver le jury. Par rapport à l'entretien, il est important de réfléchir aux choix qui sont faits en amont, à la composition, même à l'improvisation. Peut-être préparer un carnet de bord qui va permettre de pointer les différentes étapes qui ont permis de réaliser ce travail, le processus de création en fait, le choix du thème, pourquoi on a choisi ce costume, quel lien il y a avec la musique, quel regard extérieur on peut avoir, un regard critique de sa propre composition, les conditions qui ont permis de réaliser cette composition aussi, et aussi d'étayer son propos avec les spectacles qu'on a pu voir, qui ont suscité une réflexion, qui ont permis d'arriver à ce sujet dont on traite. Aussi de parler des différentes recherches personnelles qui ont pu soutenir votre propos à travers l'histoire, donc les différents styles de danse, les grands mouvements chorégraphiques qui vous ont permis justement de réaliser cette composition. Mais au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est de profiter de cette occasion pour exprimer votre passion et votre ferveur pour la danse, et de vous faire plaisir. Voilà, donc c'est les petits conseils que je pouvais vous donner pour l'épreuve du bac qui arrive, pour certains qui ont déjà commencé et pour d'autres qui vont se dérouler bientôt. Donc on va passer maintenant à la rubrique en scène avec les spectacles et les stages à venir. Ok,
Alors, le spectacle à venir qui aura lieu le 23 mai, donc au Mémorial Act, s'appelle Biosphère, qui est de José Bertogal, qui est de la compagnie Moonka. C'est un chorégraphe qui est issu de la scène hip-hop des années 80, qui a tourné à travers le monde avec sa compagnie Coréam et qui revient avec une nouvelle compagnie donc, qui s'appelle Moonka. Ce sont des gens qui avancent et qui permettent lors de cette proposition donc du 23 mai de montrer leur nouvelle création qui est en cours, qui n'est pas totalement finalisée, mais qui vous montrera subtilement une ébauche de ce qu'ils sont en train de créer. Donc c'est un projet qui est soutenu par Soulshine et Hip Hop Session dans le cadre du Festival de culture urbaine de la Guadeloupe. Donc c'est le 23 mai à partir de 19h. Concernant les stages à venir, donc on a plusieurs propositions, surtout et ce week-end et le week-end prochain. Donc ce week-end, nous avons l'atelier Afro-Danse au Centre Ma à partir de 15h. Un stage aussi de danse afro à Vieux Habitants dont on va voir une image à Vieux Habitants, donc à partir de 9h. C'est toute la journée. Vous avez la possibilité de faire la demi-journée ou la journée complète. Voilà. Un autre stage qui aura lieu donc la semaine suivante, jeudi 25 mai, Kalakaswe, donc initiation hip-hop au MACT à partir de 16h. Et aussi le 25 mai, un masterclass de danse urbaine qui va se dérouler à la MJC du Gosier. Donc c'est de 16h à 18h. On voit le flyer en image. Dernière proposition de stage, donc avec Alternative Hip Hop, une journée d'animation autour du hip hop. Ce sera le 27 mai de 15h à 19h au Parc de la Verdure au Gosier. Au programme, un battle de danse avec style break, new style. Les inscriptions sont possibles sur place et c'est ouvert aux enfants. C'est à partir de 16h. Il y aura aussi un concours de danse sur de la musique traditionnelle. Donc plein de possibilités pour vous, pour essayer. En plus, ce sera un week-end férié, donc c'est l'occasion de danser. Voilà, eh bien, danse avec Iman. Alors, Iman, deux petits mots quand même. Vous étiez à New York il y a quelque temps, vous étiez à Budapest aussi. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ces pays-là? Donc, en fait, c'était des festivals de danse qui ont lieu chaque année. Donc, avec de danse orientale ou de danse orientale. De danse orientale. Donc, c'est des grands congrès qui réunissent entre 300 et 400 personnes de danseurs qui viennent de tous horizons, vraiment Japon, Hawaï, Budapest, forcément, et Guadeloupe. On a représenté la Guadeloupe. Donc je suis partie avec une de mes danseuses qui fait partie de ma troupe. Nous avons dansé sur la soirée de clôture. Donc c'est une expérience très enrichissante toujours parce que voilà, on a aussi des feedbacks de vrais Égyptiens qui nous disent qu'on a une oreille aussi très, très affinée en danse orientale, ce qui est très flatteur, je trouve, et qu'on puisse vraiment évoluer avec des gens qui viennent de tous horizons. Je trouve que c'est très intéressant. La danse orientale se porte bien en Guadeloupe? On essaie de faire notre petit trou. C'est vrai que la danse orientale, c'est pas commun et c'est assez récent dans le paysage guadeloupéen, mais je trouve que les gens s'intéressent de plus en plus et on a notre marque de fabrique et notre empreinte à laisser aussi dans le paysage oriental mondial, puisque c'est vraiment à l'échelle mondiale que ça se passe. Et bien sûr, si on veut suivre un cours de danse orientale, qu'est-ce qu'on fait? On vient me voir. Oui. Donc au studio Oriental Chimie, donc c'est au village de Jarry. Pour ceux qui souhaitent, alors je fais une petite démonstration ce soir dans le cadre d'un défilé qui va se passer au village de Jarry. Je ne sais pas si je peux dire la marque. Oui, allez-y. C'est le défilé des Iguales, donc qui aura lieu à 18h30 au village de Jarry. Donc il y aura une petite démo de danse orientale, c'est l'occasion de voir et après de passer au studio pour s'inscrire. Et c'est tout naturellement. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous danser avec Iman tous les 15 jours. Il est pratiquement 14h, je vérifie, non 13h58, dans 2 minutes sur la 58. La réalisation, c'était
Zébris, on a reçu, donc je vous l'ai dit, Madame Justine Bénin, qui est l'auteur de cet ouvrage. Ma méthode, c'est la seule élue guadeloupéenne, ou le seul élu en tout cas, à avoir sorti un ouvrage sur l'exercice pratique du mandat local et se présente aux élections législatives. On ne saurait lui dire. Et puis si vous avez raté l'émission, si vous avez raté Iman, elle est à son Facebook aussi, vous verrez un petit peu tout ce qu'elle raconte chaque vendredi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, dernière semaine avant le Terre de Blues, où on sera, on vous l'a dit, en direct de Marie-Galante. On plie les bagages, nous allons manger. Bon appétit, bon week-end à vous. De Trois-Rivières, où j'habite, jusqu'à Sainte-Anne, Mounancournette, toutes ces régions-là, on vous envoie un petit coucou et puis on vous retrouve très bientôt.